qui a été confus, FFD avec Agricord, je crois. Hein. Merci, Tina. Bien, merci. Je vais partager la pantalla un moment. Vous le voyez maintenant? Très bien. Ok, il faut que je l'enregistre. Je l'avais affiché, mais du coup, je ne sais pas si c'est le mien ou le tien qui voit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai souvent des problèmes de montrer. Ah, ok, c'est le tien alors. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Activer le contenu externe. Ok, j'active pour toi. D'accord. Ouais, je pense que tu as la main même. Donc, je voudrais vous présenter le travail que nous avons fait au nom d'Agricord, dont FFD et AFDIC font partie. Une alliance des agri-agences qui soutient les organisations des paysans, des producteurs. Et cet outil est justement pour améliorer les services vers les capacités adaptives. Donc, je prends le suivant. Voilà. Donc, je vais un peu parler du processus. Pourquoi on a commencé le travail? Qu'est-ce que c'est cet outil? Je vais vous expliquer les caractéristiques principales et après parler un peu de l'utilisation et des opportunités que l'utilisation de cet outil peut nous offrir. Bien, merci. Le suivant. Donc, FFD et moi personnellement, nous dirigeons le travail ou l'action climatique de l'Agricord pendant 2 ans. Et au début de 2019, on a discuté qu'est-ce qu'on doit faire et comment on pourrait servir les agri-agences, mais aussi les organisations paysannes plus fortement. Et comme on a étudié la situation, on a bien constaté que les producteurs agricoles sont les premières à confronter les conséquences du changement climatique, donc, et encore plus dans les pays du Sud. Et ils ont besoin des différents soutiens pour, disons, gérer ce changement de changement de climat, mais aussi le changement de leurs pratiques pour répondre à ce défi. En même temps, nous avons vu que le financement climatique néglige largement les producteurs agricoles. Il y a 2 semaines, le FIDA a publié une analyse sur le financement climatique pendant les 10 dernières années. Et ça inclut l'aide internationale, mais aussi les investissements privés. Et on a calculé que seulement 1,7% de ce financement atteint les producteurs. Et quand on compte que quand même à peu près, excuse-moi, 25%, 26% de la population mondiale sont les producteurs, on a une situation absurde. Les gens qui doivent confronter le changement climatique n'ont pas des moyens pour le faire. Et donc, le suivant. Donc, on a commencé le travail pour mettre en place les services. Je vais avoir voilà. Et donc, on a fait le travail en utilisant nos experts ici en Finlande, mais en collaborant avec les autres agri-agences. Et finalement, nous l'avons testé l'année dernière au Népal et en Tanzanie. En effet, on aura voulu faire le lancement un peu
au début de 2020, mais finalement, avec le corona et tout ça, on a eu tellement de changements. Mais ce que nous avons constaté avec ces 3 essais qu'on a fait, moi personnellement, je l'ai testé 2 fois dans 2 localités en Tanzanie. Et bien que les producteurs connaissent des pratiques, vous faites des essais, vous connaissez bien les ressources naturelles, le sol et disons, les plantes avec lesquelles vous travaillez. Donc, les producteurs ont bien apprécié cet outil parce que nous essayons de voir le changement climatique et ses effets de manière systémique et aussi voir de manière systémique quelles sont les possibilités des producteurs de prioriser ces activités, estimer quels sont les besoins et avec quelles institutions il faut travailler. Donc, je pense aussi que ça a été une des rares fois qu'on a beaucoup discuté avec eux pour apprendre sur leur expérience et leur perspective sur le phénomène. Maintenant, on parle beaucoup de changement climatique, mais souvent, ce que j'ai vu avec les organisations paysannes, pour avoir une stratégie à leur niveau, on recrute un consultant qui fait des études, qui récolte toutes les informations scientifiques et finalement, on fait un rapport très sympa, mais qui n'a rien à faire vraiment avec ce que les membres des organisations font. Ce n'est pas toujours le cas. Je constate que vous travaillez beaucoup, mais j'ai vu trop ces rapports par les consultants. Et pour moi, personnellement, je pense qu'il faut, comme il faut avoir plus de financement pour ce travail que les producteurs font, pour l'adaptation et aussi pour l'atténuation, il faut également leur donner le pouvoir de s'exprimer et raccorder leurs expériences et perspectives et des goulots d'étranglement dans ce travail. Le suivant, s'il vous plaît. Donc, les objectifs de cet outil est de permettre aux producteurs de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique et identifier les conséquences sur leurs moyens de subsistance. Deuxièmement, c'est pour permettre aux producteurs d'envisager leurs possibilités de lutter contre et pour l'organisation de producteurs de concevoir leur stratégie climatique ou intégrer cette partie climatique dans leur stratégie existante. Priorisation est important parce que les besoins sont nombreux. Il faut voir quelles sont les activités les plus importantes à prendre et comment on pourrait équiper l'organisation paysanne pour plaider pour le financement public-privé. Merci, le suivant. Donc, nous parlons d'un outil, mais cet outil fait partie d'une boîte à outils que nous voulons mettre en place. Cette première partie est pour travailler avec les membres, pour voir leurs priorisations, leurs besoins, etc. On va voir la partie 2 qui va travailler plutôt au niveau des organisations, qui va renforcer les capacités et voir quels sont les besoins pour renforcer les compétences et capacités des organisations eux-mêmes pour devenir des acteurs climatiques par excellence. Voilà, suivant. Donc, cet outil a 5 parties. Et ici, vous voyez, on a l'introduction, on parle de contexte pour comprendre le contexte climatique et contexte de vulnérabilité. On commence avec une analyse des aléas et des risques. Et après, on avance à la planification des actions d'adaptation.
Et finalement, on fait un résumé pour aussi analyser quelles sont les étapes suivantes à prendre. Voilà. Donc, l'objectif global est de faciliter l'analyse des risques climatiques et l'adaptation des membres. Et c'est l'évaluation et la planification participative. On va avoir un processus inclusif et transparent, mais aussi une analyse éclairée et localement pertinente. Cet outil est basé sur un rapport je ne sais pas ça en français. En anglais, on parle de IPCC, donc c'est le travail de changement climatique, une convention, et donc ils ont fait un quatrième rapport sur l'avancement du changement climatique, et là, on a cette théorie sur la base. Et nous suivons cette chaîne quand on fait l'analyse des risques et quand on fait l'analyse des actions d'adaptation. Et là, nous commençons avec les aléas. On va étudier comment et sa exposition, quelles sont les personnes touchées. Nous analysons les vulnérabilités. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles et quelles pourraient être les capacités d'adaptation? Et après, on aura les moyens, on va voir quels moyens d'activité de subsistance sont un risque. Et finalement, on va voir quels sont les impacts ou les répercussions pour voir ce que pourrait faire finalement pour allevier les impacts finaux. Je ne sais pas si quelqu'un fait les dessins sur ma présentation, mais c'est très joli. On va prendre le suivant. Je ne sais pas du tout d'où ça sort. Je suis désolée. je passe. Alors, voilà. Je ne sais pas comment c'est apparu. Voilà. Donc, une partie importante quand nous travaillons sur les risques est de voir quels sont les aléas les plus importants et comment ils convertissent un risque urgent. On fait une analyse conjointe basant sur leur probabilité et répercussions. Et comme on a les événements de différentes tailles et l'importance, donc on veut se concentrer sur ceux qui on va avoir plus fréquemment et qui vont avoir un impact majeur. Et comme ça, on va choisir, et cela est basé sur notre expérience au Népal. Et là, par exemple, on a vu que la sécheresse a été l'aléa qui était considéré le plus important. Donc, le plus probable et ayant la majeure répercussion. On avait aussi le feu de forêt qui risquait beaucoup de moyens de subsistance là. Donc, finalement, là, on a pris la décision de se concentrer sur cela pour voir comment on pourrait identifier les activités d'adaptation pour contrôler ces deux. Voilà, suivant. Ce qu'on fait pour avoir une analyse systématique, on le met dans une chaîne d'impact en commençant de l'aléa. Donc, dans ce cas, on parle de sécheresse, ce qui est déclenché par le retard dans la saison des pluies et des vagues de chaleur. Mais la sécheresse est cet aléa que nous voulons étudier. On va voir s'il y a certaines zones qui sont plutôt touchées que les autres. Et par exemple, ici, on a constaté que dans la vallée du Sud, dans cette localité, ces exploitations étaient plus touchées que les autres.
Et on a analysé la ressource en risque qui était riz, leur production de riz. Et on a analysé s'il y a encore des facteurs de sensibilité qui accentuent l'impact de la sécheresse. Et on a identifié qu'il y a des variétés de riz qui sont plus sensibles à la sécheresse que les autres. Donc, cela est un facteur de sensibilité. Donc, quand on a déjà les conséquences, on va voir les autres stress. Par exemple, les rats, si on n'y a pas de l'eau, les rats peuvent encore détruire le riz qui reste. Et finalement, la répercussion finale est l'insécurité alimentaire. Maintenant, et on est arrivé à 5 étapes d'adaptation, on analyse la même chaîne en posant les mêmes questions. Est-ce qu'on peut atténuer le risque? Normalement, avec la sécheresse, les moyens sont très peu. Est-ce qu'on peut réduire l'exposition? On peut peut-être changer l'ubication ou la localité de champ, peut-être non. Peut-être on peut avoir des puits à proximité qui va améliorer. Nous avons déjà parlé des variétés de riz qui étaient un facteur de sensibilité. Donc là, on pourrait travailler avec les autres variétés en diminuant la sensibilité. Quand on parle des autres stress, par exemple, on peut essayer de contrôler des rats. Je ne sais pas comment, mais voilà, il y a des possibilités. Et finalement, si on n'a pas d'autres moyens, on arrive à cette situation avec l'insécurité alimentaire. On peut toujours penser s'il y a des moyens, par exemple, les plaidoyers publics pour avoir l'aide alimentaire. Mais cela permet de voir toutes les chaînes qui déclenchent en partant de l'aléa jusqu'à la conséquence finale. Quelles sont les étapes qu'on pourrait faire pour minimiser l'impact? Voilà. Et finalement, quand on a identifié par étape les différentes activités à prendre, on va voir si c'est faisable. Donc, on doit voir leur efficacité à court et moyen long terme, abordabilité, facilité d'adaptation, combien de temps on a besoin et les autres commentaires, par exemple, parce qu'ici, on voit les deux colonnes pour les femmes et pour les hommes, mais il faut voir aussi s'il y a d'autres groupes qui peuvent avoir besoin plus de soutien que les autres. Et cela nous permettra de voir comment, par exemple, les membres d'une organisation de producteurs ont des besoins différenciés pour prendre en acte, disons, les activités identifiées préalables. Voilà. Et comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on a besoin comme le soutien pour qu'on puisse prendre acte. Et donc, on va voir si on a toutes les capacités nécessaires. Sinon, quelles sont les activités potentielles pour les renforcer. Mais on va voir aussi quel type d'intervention on a besoin. Ici, on a les réservoirs d'eau supplémentaires, par exemple. Et là, si on parle de ce type des interventions, quels sont les rôles des producteurs ou leur organisation et quels sont les rôles pour les autres, que ce soit communauté, le gouvernement local, ça peut être des ONG, des agréagences, etc. Et on fait la même chose pour le renforcement des capacités. Et je pense que c'était les intervenants du Sénégal qui parlaient
que justement, pour ce type de travail, ils reçoivent le soutien par les ONG et par les partenaires, mais le rôle de gouvernement reste faible. Et donc, cela vous facilite de faire le plaidoyage et l'influence politique pour tirer l'attention dont vous avez besoin. Voilà. Et donc, finalement, on fait les conclusions. Et donc, ici, à la gauche, vous voyez qu'on parle de... On voit quelles sont les répercussions, impact humain, quels sont les facteurs de sensibilité, quelle est l'exposition, est-ce qu'il y a encore des vulnérabilités socio-économiques, les autres stress, comment on peut arriver aux interventions d'adaptation potentielle, quelles sont les capacités d'adaptation nécessaires et est-ce que vous avez encore des atouts. Donc, on essaie de tout mettre dans un format systématique. Voilà, le suivant. Voilà. Il y a certaines, je ne sais pas, limitations, des aspects contextuels à prendre en compte. Donc, la construction de résilience et cette activité d'adaptation est toujours basée sur les informations disponibles. Et on a bien souligné avant que les activités d'adaptation se changent selon la localité, selon les producteurs. Donc, il faudrait chercher s'il y a des informations qui sont pertinentes pour votre contexte, pour vos membres. Et normalement, on commence à en avoir, mais il faudrait bien voir si c'était contextualisé. Et par exemple, si on parle aussi des pratiques, si on a aussi des essais faits dans le contexte qui est similaire dans lequel vous travaillez. Parce que sinon, vous prenez toujours un risque en changeant les pratiques. Normalement, quand on parle des pratiques d'adaptation ici, on donne l'accent sur le savoir-faire des producteurs, ce qu'ils connaissent. En principe, on peut introduire ou discuter des autres pratiques qui viennent d'ailleurs de recherche et des autres localités. Dans ce cas, je mettrai seulement une alerte pour que les producteurs ne deviennent pas celles qui prennent les risques pour les essayer. Je voudrais toujours voir que si on va essayer les nouvelles pratiques, on devrait voir comment on peut contrôler les risques liés pour que les moyens de subsistance des producteurs individuels ne soient pas compromis. Et finalement, je dirais qu'on devrait voir comment utiliser les résultats. Et je pense que l'importance la plus, l'importance est plutôt pour faire le plaidoyage, pour plaider pour un changement de paradigme, aussi pour le financement climatique. Ce dont nous parlons, et quand on parlait de l'énergie, quand on parlait de, disons, l'utilisation de sol, les produits agricoles, toute la chaîne des valeurs, on parle d'un changement systémique. C'est beaucoup plus large que changer les pratiques agricoles. Il faut penser toute la chaîne de valeur aussi, d'où viennent des intrants agricoles, comment on peut contrôler leur qualité, et quels sont les producteurs, toute la logistique, etc., etc. Et en plus, tout ce changement doit avoir un soutien systémique pour la création de compétences et capacités. Et pour le moment, la majorité des universités n'offrent pas encore suffisamment ce type d'instruction, de formation. Donc,
c'est beaucoup plus large que seulement parler des activités aux pratiques agroécologiques. Il faut voir aussi comment ça marche dans la globalité et en plus, comment l'économie de ce système peut être soutenue. Voilà. Et finalement, je voudrais répéter que pour le moment, seulement 1,7% des producteurs atteint le financement climatique. Quand on pense de largeur de changement, tout le système, les formations, la capacitation, sensibilisation et tout ça, nous restons vraiment à la marge de tout ce dont on devrait faire. Et en plus, je pense que l'utilisation, disons, l'implémentation, non, la mise en œuvre de cet outil, si nous le ferons systématiquement avec les organisations paysannes, si nous faisons la collecte des informations, les rapports qui montrent quelles sont les priorités des paysans, quels sont les besoins pour les interventions, pour la capacitation et tout ça, et nous collectons d'une manière concentrée, nous aurons aussi une partie des outils ou des armes dont on a besoin pour plétoyer ce changement de paradigme. Parce que tout le travail avec le changement climatique, et en particulier pour le financement climatique, est lié sur des données. On cherche les données sur les ressources naturelles, sur la production, vraiment les données numériques. Et là, je pense que la partie d'adaptation, nous avons une faiblesse parce que comme c'est lié à la localité, c'est difficile de mettre d'une manière globale, comme un programme global pour chercher des moyens de le financer. Ce type d'outil, quand nous faisons de l'analyse systémique, nous pourrons montrer qu'il suit la théorie de change de tous les financeurs climatiques. Nous utilisons le langage du financement climatique. Nous le faisons systématiquement et quand nous mettons les chiffres sur les interventions dont on a besoin, sur les capacitations, sur la sensibilisation, je pense que nous aurons déjà un atout dans notre main. Et donc, pour cela, je pense que cet outil est quelque chose que nous voudrions partager avec tout le monde. L'outil est gratuit et est disponible pour tout le monde. Ce que nous voudrions seulement solliciter est que vous nous envoyiez un courriel pour que nous pourrions enregistrer quelles sont les organisations qui voudraient l'utiliser. Et quand vous l'utilisez, nous sollicitons que vous partagiez avec nous le rapport final pour que nous puissions accumuler ce type d'informations que le financement climatique cherche. Bien, merci. Merci Tina. Je passais mon temps largement. Merci Tina. J'ai une première question avant de passer la parole. J'ai demandé, je voudrais prendre la parole. Je suis Laure Hamdi, je suis dans le conseil d'administration d'Agricord et je voudrais apporter un complément à ce que vient de dire Tina. Merci beaucoup Tina déjà pour ton intervention. Le point sur lequel Tina a beaucoup insisté et je voudrais revenir là-dessus, c'est le fait que les financements, les énormes financements des bailleurs de fonds internationaux dédiés au changement climatique vont très peu au niveau des exploitations agricoles familiales. C'est le chiffre qu'a évoqué Tina. Et de ce fait, l'ambition d'Agricord, qui est l'ambition portée donc par l'Assemblée générale d'Agricord,
c'est de changer cela et de faire en sorte que de plus en plus de financement aille directement au soutien des innovations et du développement des actions que mènent les paysans sur leur exploitation. Et quand nous avons mené cette discussion-là au niveau des institutions internationales, la réponse que nous avons eue, c'est « mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que font déjà les paysans sur cette question de changement climatique ?» Et c'est la raison pour laquelle Agricord, sur ses fonds propres en fait, a lancé tout ce travail de réflexion et élaboré ce questionnaire qui est la première étape en fait, qui est la première étape pour pouvoir effectivement avoir un argumentaire fort pour influer sur les orientations de ces financements. Le point que je voudrais rajouter, qui me semble très important, c'est que ce travail-là, Agricord le fait en partenariat avec les plateformes des organisations paysannes en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Donc, on a un dialogue politique Agricord avec l'Europa, pour vous qui connaissez l'espace Afrique de l'Ouest, avec SACAO en Afrique du Sud, avec CoproFam en Amérique. Et l'idée, c'est que ces plateformes régionales ensuite s'approprient aussi la dynamique et contribuent à faire de remonter de plus en plus d'expériences. Donc vraiment, c'est un pari que l'on fait parce que on sera crédible s'il y a beaucoup d'informations qui remontent, argumentées, chiffrées, etc. Et c'est un pari que l'on fait d'être capable d'influer sur ces financements pour que toutes ces initiatives dont on entend parler depuis ce matin puissent obtenir des appuis importants qui ne sont pas forcément de la coopération internationale, qui sont aussi des politiques élaborées au niveau des pays et avec des conseillers agricoles qui effectivement changent aussi leur mode opératoire et prennent en compte les innovations. Voilà. Donc, c'est un gros chantier que l'on a démarré et qui, effectivement, est un enjeu très important au regard de toutes les discussions que l'on a depuis le début de l'atelier. Merci beaucoup. Merci, Laure. Tina, j'imagine que donc, cet outil a été testé. Comment était la compréhension de l'outil de par les OP qui ont testé? Et puis, est-ce qu'il y a eu derrière un plan d'action? C'était intéressant parce qu'au début, quand j'ai commencé, je craignais qu'on a besoin beaucoup plus de temps et d'explications pour que les producteurs puissent commencer le débat. Mais finalement, non, parce que les conséquences du changement climatique, ils se sentent chaque jour. Et donc, ils sont déjà en train d'essayer de voir comment on pourrait le maîtriser. Donc, finalement, la discussion était très vivide. Et comme toujours, quand on fait un atelier sur le terrain, après le repas, souvent on perd une partie des participants. Mais cette fois, tout le monde restait jusqu'à 5 à 6 heures. Ils venaient d'échanger avec moi après. Donc, j'avais un sentiment qu'on en avait besoin. Ils voulaient en parler et ils s'inquiétaient pour cela. Et cela leur permettait aussi de voir ensemble quelles sont les pratiques que quelqu'un connaît qu'il pourrait partager avec les autres et s'il y a des avantages ou des désavantages. Donc, c'était très vivide. Merci. Flore, est-ce que tu as des questions? Alors non, pour l'instant, je n'ai pas vu de main levée. N'hésitez pas à rappeler sur le bouton si jamais je vous ai raté. Je vois Patrice qui souhaiterait prendre la parole. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé très rapidement, je veux insister sur cette importance de soutien politique au niveau des États. Parce que on s'aperçoit que souvent, il y a l'agroécologie, tout ce qui est approche environnementale est porté par le ministère de la Forêt, l'Environnement, etc. Et qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, on essaie de vendre le modèle tracteur. Bon, je caricature à l'extrême un petit peu, mais le ministère de l'Agriculture promeut une agriculture un peu de type intensif telle qu'on l'a connue dans le Nord.
c'est une caricature les femmes. Et ça, je crois que nous, par exemple, recherche, et le CIRAD, je sais qu'on a pris un virage très important de soutien à la petite agriculture familiale, à l'agroécologie et à la biodiversité. Et je crois qu'on a un effort pour montrer la richesse des pratiques des agriculteurs déjà, des agriculteurs du Sud, à la fois dans leur système complexe et maintenant qu'ils font preuve d'efficacité. Bon, le cacao, on sait très bien, nous, on a vendu le modèle cacao culture pure. On a été dans le mur, on s'est aperçu que l'arbre était utile, etc., etc. Il y a plein d'exemples. Donc, c'est à nous, aux recherches, on a une responsabilité pour défendre l'agriculture familiale, pour montrer aux responsables politiques, au ministère de l'Agriculture, que les pratiques, il faut soutenir cette petite agriculture qui montre de bons exemples de diversité. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Je vois que l'heure tourne. Si on veut terminer dans les temps, Luc, est-ce que tu seras prêt à conclure? Ou Flore, est-ce que tu as d'autres remarques à... Laure a levé la main encore. Une petite Laure. Oui, en fait, je voulais revenir sur ce que vient de dire Monsieur Offray, parce que justement, dans la cohérence un petit peu de cette approche globale qu'a AFDI et Agricorde sur le développement de l'agriculture familiale, hein, puisque c'est ça que l'Alliance a décidé de soutenir, et c'est aussi ce que soutient aussi ce que soutient AFDI. Nous avons aussi une discussion aujourd'hui avec l'Union européenne pour justement mettre en place des programmes de recherche qui seraient pilotés par des organisations paysannes et sur le thème de l'agroécologie. Donc, en fait, on essaie bien de faire le lien, effectivement, entre des initiatives portées par les paysans et comment, à un moment donné, parce que cette initiative, elle est pertinente, elle est agroécologique et elle prend en compte le changement climatique, comment on passe à l'échelle et comment on fait en sorte que ces innovations diffusent. Et à un moment donné, effectivement, si on est dans une approche qui doit être labellisée, il faut créer des partenariats avec les institutions de recherche. Donc, on a aujourd'hui un gros programme DESIRA qui soutient énormément d'instituts de recherche sur l'agroécologie. Et là, avec Agricorde et les réseaux d'OP, ça va être comment les initiatives menées par les paysans et les OP passent à l'échelle et puissent être diffusées. Donc, toujours dans cette approche adaptation au changement climatique. Merci beaucoup. Merci Laure. Le CNCR a demandé la parole. Oui, Michael. Oui, encore, excusez-moi de reprendre la parole. Merci beaucoup. Tina a abordé un sujet très intéressant sur le financement climatique. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'organisation de producteurs, nous travaillons là-dessus. Et ce que nous souhaitons, évidemment, c'est de travailler directement avec ces organisations de producteurs qui sont des acteurs sur le terrain. Parce que les choses se font au niveau macro. Et au niveau macro, souvent, on ne voit pas les actions concrètes qui sont menées. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut réussir sur ce volet, sur le changement climatique, ce volet de changement climatique, il faut forcément travailler avec les organisations de producteurs qui sont à la base, qui, eux, vivent tous les jours sur leur sol, sur leurs exploitations, qui, eux, aussi subissent les effets des changements climatiques et qui réfléchissent à pouvoir émettre des solutions pour pallier à ce changement climatique-là. Je pense que ça, vraiment, il faut travailler par rapport à ça. Nous, par exemple, ici au Sénégal, nous sommes vraiment ouverts à travailler avec qui veut travailler avec nous sur cette question de changement climatique parce que c'est une question vraiment qui nous prend à cœur. Et donc aussi, il a abordé aussi le fait que souvent les producteurs sont oubliés dans ce changement climatique-là, c'est-à-dire de financement. C'est vrai, les gens pensent à reléguer les producteurs au second plan dans ces questions-là. Et aujourd'hui, l'expérience a montré que si on veut réussir dans le changement, si c'est sanctuer le changement climatique, il faut forcément introduire les producteurs, même dans les questions de recherche. Si on veut faire de la recherche pour réussir aujourd'hui, il faut impliquer les paysans parce qu'on a fait
la politique de la révolution verte, on a oublié les paysans. Aujourd'hui, on revient sur l'agroécologie qui est une science paysanne, donc de valoriser les savoirs anciens. Je pense que ça, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus et de pouvoir faire quand même quelque chose qui, après, va nous apporter des résultats probants. Et aussi, il faut vraiment un grand plaidoyer au niveau des décideurs, comme par exemple ici au Sénégal, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça bouge un peu, mais il reste beaucoup de choses à faire. Donc, surtout au ministère de l'Agriculture, donc, qui, avant, il y a le chercheur là de CIRAD qui a évoqué que les questions environnement sont souvent traitées au niveau du ministère de l'Environnement et au niveau de l'Agriculture, ils sont dans les tracteurs, dans l'agrobusiness. Et je pense aujourd'hui, il faut les orienter vers l'agroécologie, qui est une agriculture qui favorise surtout le développement de l'exploitation familiale. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on doit travailler très fort et de pouvoir vraiment réussir ce pari de pouvoir, voilà, sur la résilience au changement climatique. Merci Michael, et puis merci à tous les participants. Merci à Flore pour l'organisation. Luc, je te laisse conclure. Oui, merci. Donc, nous avons eu un atelier extrêmement riche et extrêmement dense. Je vais allumer ma caméra. Voilà. Aujourd'hui, ça a duré longtemps. On a gardé tout le monde. Très peu de monde est parti au milieu. Donc, nous avons parlé donc, des conséquences pratiques du changement climatique, des éléments pour essayer de remédier à ces problèmes-là, comme par exemple l'augmentation de la valeur ajoutée, le changement des variétés, les recherches de méthodes de lutte contre les ravageurs. On a aussi vu les nouvelles cultures en France, les changements de rations pour les élevages, l'agroforesterie en Côte d'Ivoire. On a vu aussi qu'avant tout, il fallait réfléchir sur le respect des sols et la restauration de la fertilité. C'est un élément essentiel dont on a parlé. Partout, dans tout ce qu'on a entendu, on remarque que les agriculteurs ne s'en sortiront pas tout seuls, partout dans le monde. Ils doivent se regrouper et les OP sont ici des acteurs indispensables pour réussir. On remarque aussi la chance pour les agriculteurs français qui bénéficient du soutien des politiques et donc davantage de facilité pour déployer des moyens. Les pays du Sud, eux, doivent trouver non seulement des solutions durables, mais ils doivent aussi se débrouiller pas mal pour trouver des partenaires politiques locaux. Il faut donc aller à l'essentiel, bien cibler les objectifs, les stratégies et les risques, on en a parlé. La matière grise est certainement aussi, sinon plus, importante que les financements. On le voit bien avec le travail important du groupe d'Hervé Lapie et aussi du travail important d'Agricord. Des stratégies bien pensées et cohérentes peuvent être ensuite portées dans les plaidoyers. À chaque niveau, les OP et les plateformes d'OP, AFDI peut être sollicité au travers des partenariats locaux suivis par les AFDI départementales et régionales, au travers aussi d'AFDI nationales pour aider à porter des plaidoyers et aussi aider à la prise en main de l'outil d'Agricord qui s'investit beaucoup sur ce thème. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil et faire remonter les conclusions. Voilà, je voudrais remercier tous les participants, mais en particulier Thierry et Flore qui ont fait un super boulot et pour la réussite de cet atelier. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Je vous dis que les ateliers continuent parce qu'il y en a un sur les commercialisations des semences bientôt. Et puis, n'hésitez pas. Merci, au revoir, à bientôt. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bonjour. Merci. Merci.